Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire. Il est vrai que nous aurions préféré pouvoir se retrouver en vrai le 10 mars dans les locaux de l'INFN et à l'initiative donc de l'INFN. Voilà, cela n'a pas pu être possible et comme je suis toujours optimiste, je me dis qu'il y a eu une externalité positive malgré tout, c'est que peut-être ce moyen de communication permet de réunir un plus grand nombre d'entre vous. Donc, enseignants en BTS CJN, en lycée public, en lycée privé sous contrat et dans les centres de l'INFN. Alors, suite à l'annulation de cette journée, il nous a semblé vraiment important de nous réadapter de manière à pouvoir répondre à vos attentes. Beaucoup de questions se posent autour de la certification, l'épreuve E4, E5, E6, mais également l'épreuve E32 qui se profile à l'horizon pour l'année prochaine. Et donc, nous avons un petit peu dans la précipitation, mais je remercie tout le groupe qui a fait preuve d'une très grande adaptabilité, programmer ces 4 webinaires de manière à les terminer avant le premier départ en vacances du printemps. Voilà. Donc, de manière à ne pénaliser personne. Alors, il est vrai que un créneau horaire ne peut pas arranger tout le monde. Donc, ces webinaires sont enregistrés. Là aussi, double avantage. Vous pouvez les vivre et puis vous pourrez les revisionner autant que vous voulez par la suite avec le lien qui vous seront donnés sur le site du CRCF. Donc, nous espérons que les 4 thèmes qui tournent autour de la certification permettront de répondre à vos interrogations. Aujourd'hui, donc, l'épreuve 4 autour de l'accompagnement du client selon les règles déontologiques avec la question notamment du portfolio. Viendra ensuite l'épreuve 5, conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial avec un sujet 0. E6, conduite d'un dossier en droit des biens dans le domaine immobilier ou de l'entreprise, là aussi avec un sujet 0. Et nous terminerons début avril avec E32, l'environnement de l'activité notariale, là plutôt dans une logique de prospective pour que vous puissiez communiquer auprès de vos étudiants sur les matériaux qu'ils pourront trouver dans leur terrain de stage pour ensuite, l'année prochaine, pouvoir mener une analyse réflexive et développer une thématique. Donc voilà, je m'arrête là. Je vais céder la parole donc à Madame Almimoff et à Madame Crochemar pour l'animation de ce webinaire. Notre challenge, c'est de vraiment boucler en 1 heure. Voilà. Bon webinaire à tous. Merci Madame Gagné. On va tenir le challenge. On vous laisse alors à 18h02 peut-être, puisqu'on a commencé à 17h02. On va faire ça. Madame Crochemar sera à mes côtés, mais également Madame Poteau qui va pas tarder à activer sa caméra. Elles se présenteront toutes deux. Elles sont professeurs en BTS CJN. Alors le but pour nous, c'est à la fois de parler certification, puisque c'est évidemment ce que vous attendez. Je rappelle que sur le site du CRCF, dont Madame Méchali vous a mis le lien sur la colonne de chat de cette plateforme de visio, vous avez les documents de certification que l'on va vous présenter, surtout vous expliciter à la fin de ce webinaire, de ce court webinaire. Néanmoins, on est dans le bloc 1, et dans le bloc 1, avant d'arriver à l'épreuve 4, on passe par le portfolio, le fameux portfolio dont on avait déjà parlé d'ailleurs lors des précédents séminaires du plan national de formation de l'année dernière. Alors, je rappelle bien, le portfolio, c'est un outil de formation. Et voilà pourquoi je ne suis pas la seule à vous le présenter aujourd'hui et que je dois nécessairement être accompagnée de mes collègues professeurs, puisque, vous le savez, je ne suis plus professeur. Donc je n'ai pas légitimité à parler de réellement formation. Donc merci Christelle et Lorena de m'épauler de ce point de vue-là. Le portfolio, c'est aussi une extraction du portfolio qui servira pour la certification. Donc là, ça va commencer à arriver dans mon domaine, mais Christelle et Lorena vous expliqueront comment on en arrive à cela. Alors, le portfolio, on le rappelle rapidement, hein, c'est le développement ça permet le développement des compétences professionnelles de et par les étudiants. Donc, je permets de rappeler à tout le monde en préalable que le portfolio, c'est fait par l'étudiant.
Pas de panique, c'est pas à vous de tout faire, loin de là. Mais comme le portfolio c'est un outil de formation, il est donc nécessairement supervisé par le prof. Un guidage, un encadrement, un modèle évaluation, bref, vous dites ce que vous voulez, évaluation au sens formatif du terme, bien sûr, pas noté. Il n'y a pas de modèle idéal, ni imposé. Nous n'imposons pas de modèle de portfolio, c'est un outil de formation. Donc il peut y avoir autant de systèmes de portfolio qu'il y a de classes, de profs, voire d'étudiants. Bon, ça ferait quand même beaucoup de systèmes. Bon, il faut pas oublier qu'un portfolio, c'est un book, c'est une vitrine. En tout cas, Christelle et Lorena vont vous présenter 2 exemples. Euh, ce ne sont pas, elles insisteront en vous disant non, 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 ce ne sont pas des modèles. Ok, les filles, ce ne sont pas des modèles, ça n'en reste pas moins que ce sont des exemples. Et après, nous reprendrons la main, je reprendrai la main pour la présentation des documents de certification. Je vous invite à poser toutes vos questions par le chat. Je serai votre interlocuteur en transmettant, traduisant vos questions auprès de Christelle et de Lorena pour qu'elles puissent se concentrer sur leur présentation et je ferai quelque part le standard. Voilà. Mesdames, à vous. Merci Madame Alnimov, merci Madame Gagné. Bonjour à toutes et à tous. En guise d'introduction, nous vous avions présenté lors de la J3 en distanciel, le 7 juin, 2 exemples non modélisants de portfolio certificatif, donc l'extraction pour la certification. Donc vous aviez ce premier modèle réalisé avec l'outil Geniali et ce deuxième modèle qui avait été présenté, cette fois-ci réalisé avec l'outil Wix. Eh bien, en fait, nous n'en sommes pas encore à cette étape. Nous cheminons en équipe dans la pratique du portfolio formatif et c'est ce que nous souhaitions vous partager cet après-midi. Alors, pour cette pratique, nous travaillons avec Pearl Trees dans notre équipe. Donc, nos traces de travail des étudiants sont numériques, mais finalement, cela n'a pas encore rien à y voir avec ce que l'on aura dans la version définitive du portfolio certificatif. Ici, l'objectif est de présenter quelques traces de ce portfolio formatif dans lequel nous allons puiser pour faire l'extraction du portfolio certificatif. Donc effectivement, alors au sein de notre établissement, nous avons fait le choix de travailler avec Pearl Trees, puisque nous l'avons sur notre ENT, avec 2 objectifs, à la fois former et garder trace des situations professionnelles vécues par les étudiants en classe et en période de stage. De ce fait, nous travaillons avec Pearl Trees pour les blocs de compétences 1, 2, 3 et 8 en équipe. Alors, nous avons donc 2 objectifs. D'abord, assurer la formation en classe, notamment pour les activités et compétences du bloc 1. Donc, ce travail est assuré par l'enseignant en charge du bloc 1. Oui, je me permets de vous couper, Madame Crochemar. On est bien d'accord qu'au départ, votre portfolio que vous avez mis en place est bien sûr pour le bloc 1. Après, vous dites que vous travailliez pour le reste, mais on est bien d'accord, c'est pour le bloc 1. D'accord, merci. Non, pour resituer mon propos, je disais qu'en fait, nous utilisons Pearl Trees pour tous les blocs. D'accord, excusez-moi. Quand on prend le bloc 1, nous avons fait notre portfolio formatif pour le bloc 1 et effectivement, avec 2 optiques, la formation en classe, mais aussi la formation en milieu professionnel. Alors, pourquoi on a choisi de travailler avec Pearl Trees et quels sont nos usages? D'abord, pour son espace de stockage qui permet tous les formats, vidéo, audio, les enregistrements directs des étudiants dessus. C'est un outil de curation, donc l'organisation de la veille juridique, les possibilités de travail en équipe, que ce soit entre enseignants, entre étudiants, entre enseignants et étudiants, voire la possibilité d'associer le tuteur en faisant ce qu'on appelle la génération du lien de partage. Pour les feedbacks sur les travaux rendus, et notamment avec une alerte immédiate à l'étudiant lorsque l'enseignant a mis un commentaire sur le travail qu'il a déposé. Et ensuite, ça nous permet également d'avoir un historique et une trace des feedbacks
fait à l'étudiant, voir les corrections qui ont été faites, et bien sûr la portabilité et la conservation de l'espace étudiant après son départ dans l'établissement. Donc, concernant pour le bloc 1, donc l'enseignant a son espace qu'il crée et partage à l'étudiant. Et ensuite, il y a donc la formation en milieu professionnel où donc, pour ce dossier, nous avons fait donc le choix de faire une équipe partagée entre l'enseignant, l'étudiant et l'autre enseignant de la section pour qu'il puisse également suivre le travail qui est fait en stage, même s'il n'est pas en charge du bloc 1, puisque le suivi de stage est partagé au sein de l'équipe. Donc, cela lui permet également de suivre ce qui est fait en stage. Et je vous vois venir, puisque je pense que vous allez pouvoir rebondir sur un moment de ma présentation sur les documents de certification, notamment sur la grille d'évaluation, n'est-ce pas? C'est cela? Oui, tout à fait, la grille d'évaluation et même le document de liaison. D'accord. Donc là, il y a déjà votre collègue qui est déjà impliqué en étant finalement, comment dire, connecté à Pearl Trees. Tout à fait. Par Pearl Trees, il peut tout à fait se voir tout le travail que l'étudiant fait pendant le stage. Et le premier travail qu'on a fait cette année en équipe, c'est de réécrire nos livrets de stage. Nous avions une pratique de livret de stage dans l'établissement que l'on remettait aux étudiants et de ce fait qu'ils donnaient à leurs tuteurs. Et donc là, nous les avons réécrits pour les adapter à l'écriture du nouveau référentiel. Et à l'intérieur, nous avons donc fait le choix d'expliquer aux tuteurs que nous allions confier des tâches aux étudiants à vivre en études et qu'il fallait qu'ils puissent garder trace de ces expériences, de ces situations professionnelles vécues en études. Ça s'est bien passé. Les tuteurs ont adhéré à l'exercice. Donc, donc, c'est vraiment le premier travail par lequel on a commencé. Ensuite, pour continuer, donc là, nous vous proposons donc pour voir à quoi ressemble finalement l'espace étudiant. Donc, il dispose donc de plusieurs dossiers qu'on appelle perles ou collections sur Pearl Trees. Donc pareil, une partie des dossiers concerne la formation en classe. Ce sont donc les situations professionnelles liées au bloc 1 en lien avec les activités et compétences vécues. Et là, par exemple, vous avez des exemples de travaux rendus sur l'évaluation des compétences. Donc, par exemple, la rédaction d'une infographie, la rédaction d'une memory card pour révision sur un thème, sur des notions. Et également, donc, une extraction de l'équipe stage, donc avec l'enseignant qui le suit en stage, mais également l'autre enseignant. Et ça vous permet également de voir les types de situations professionnelles que l'étudiant dont il a gardé trace. Donc d'abord, une première situation qui a été simulée et filmée en classe au lycée. Puis, donc c'est finalement le premier niveau, c'est la découverte de la compétence qu'il va ensuite réinvestir en stage. Et ensuite, deux autres exemples que cette étudiante a conservés, notamment en trace, c'est l'analyse de courriel et de courrier, puisque c'est lié à l'une des compétences qui est validée pour le bloc, qui doit être validée pour le bloc 1, c'est-à-dire la communication professionnelle, donc situation d'accueil ou d'accompagnement menée par le candidat. Et une dernière situation d'accueil où l'étudiante se filme en situation d'accueil à l'étude. Et c'est donc l'une des missions que l'on avait mis dans le livret pour demander aux tuteurs de les autoriser à faire finalement à faire cette situation en réel et se filmer pour garder trace. Et donc voir comment ils ont réinvesti les compétences lorsqu'on a travaillé de façon fictive en classe et la réinvestir sur le terrain réellement. Donc dans Pearl Trees, comment on peut appeler ça comme type d'application, une sorte de plateforme de stockage dans Pearl Trees, en tout cas, tout type de documents peuvent être archivés, consignés pour constituer le portfolio, le book
là, l'étudiante en question dont vous parlez, c'est même filmé. Donc on peut C'est même effectivement filmé, voilà. Et c'est vrai que trouver par tout moyen. voilà, ce qu'on trouve, c'est vraiment la force de cet outil, c'est l'intuitivité. Et puis, nos étudiants ont également leur compte Pearltrees sur leur téléphone en général. De ce fait, ils peuvent s'enregistrer et directement passer l'enregistrement sur leur espace Pearltrees. Et de ce fait, étant en équipe, on est informé qu'ils ont déposé la trace de leur travail, de leur situation professionnelle, et on peut commenter, faire un feedback. Et à partir du moment où on met un feedback, eux sont informés par mail via l'ENT qu'un feedback a été déposé. Et puis, on garde une trace de tous les feedbacks que l'on a pu faire pour eux. Et donc, effectivement, Feedback, grosso modo, correction, enfin c'est pas tout à fait le terme, en tout cas remarque du prof, c'est ça? exactement, remarque du fort, proposition d'amélioration, ou bien parfois c'est aussi très bien, on garde comme ça, Ok. on change rien. Et donc, effectivement, ils peuvent vraiment déposer des supports de tout type, du Word, du Excel, de la vidéo, de l'audio, et même s'enregistrer directement, par exemple, via Pearltrees par l'option vocale. Et donc, c'est cette facilité enfin, nous trouvons que c'est un outil vraiment facile, ils adhèrent, et aussi le fait de l'avoir sur leur téléphone, ça permet de gagner en aisance, en fait. Et Effectivement, nos étudiants sont digital natives, donc tout pour à eux c'est fait. simple. Est-ce que pour les moins jeunes, c'est facile, c'est pratique comme utilisation? Moi j'ai pas portrait sur mon téléphone, enfin bon, voilà. Est-ce que quelqu'un comme moi pourrait utiliser ça? Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est un outil qui est très intuitif, déjà par l'ergonomie, par le système du toucher glissé. Donc, on déplace les perles, ce qu'on appelle les perles, les collections créées, avec beaucoup d'aisance. Une fois qu'on a compris les touches d'action, donc si vous regardez ici, on a des touches d'action qui sont clairement nommées. À partir du moment où on a compris comment marchent les touches d'action, on peut vraiment déposer ce que l'on souhaite. Par contre, il y a une nécessité de former les étudiants sur l'organisation de leur espace. Il faut vraiment absolument insister sur l'organisation de l'espace pour ne pas tomber dans le tout en vrac. Je glisse tout dans Pearltrees, et au final, il faut qu'ils comprennent numérique. Tel votre classeur papier, mais là, c'est un classeur numérique, et il faut absolument former les étudiants à organiser leur collection comme un classeur, le penser vraiment comme un classeur pour que ça ait toute son efficience, en fait. D'accord. Ça tombe bien puisque c'est une des compétences du bloc 1 que de savoir organiser un dossier. Alors sur le chat, des collègues nous font se remarquer et me rassurent en me disant que c'est très simple à utiliser. Merci de rassurer tout Complètement. le monde, mais ça a un coût. Encore faut-il que l'établissement soit abonné. Vous avez dit, Madame Crochemar, que c'était sur votre ENT. Tout à fait. Donc, Pearltrees est sur notre ENT depuis le confinement. Alors, la démarche qu'il est possible de faire lorsqu'on a besoin d'ailleurs de n'importe quel outil numérique éducatif validé par les services académiques, c'est de faire la demande par le référent numérique de l'établissement, présenter donc les besoins, l'utilité pour lesquels on souhaite avoir cet outil, et c'est lui qui va faire la démarche pour pouvoir avoir sur l'ENT, donc notamment Pearltrees ou d'autres, et puisque tout à l'heure on va évoquer ePortfolio, c'est une démarche à faire par l'équipe auprès du référent numérique de l'établissement. D'accord, d'accord. Voilà qui est rassurant. Alors je Bon, vous ai coupé, je suis désolée dans votre présentation. non, pas du tout, je vous remercie. Donc voilà, et pour finir sur l'appréhension de Pearltrees par les enseignants, Pearltrees propose de nombreuses formations en libre, et ça permet de s'auto-former et elles sont quand même elles sont faites de façon très simple. Donc ça permet facilement de prendre en main l'outil. Il y a des collègues nous disent sur le chat qu'il y a des petits tutoriels sur YouTube qui Tout permettent de à fait, découvrir le fonctionnement de l'outil. D'accord. complètement, complètement. Donc voilà un petit peu comment, pour l'instant, nous organisons notre portfolio formatif.
L'objectif étant donc, nous arriverons au moment de la certification, donc la création du portfolio certificatif cette fois, que l'étudiant puisse aller puiser dans les traces qu'il a conservées pour constituer son portfolio certificatif. Et donc, cela m'amène donc à la suite. Pour l'instant, dans notre établissement, dans notre équipe, nous n'en sommes pas encore à cette étape. En équipe, nous avons discuté de deux options. Ce sera finalement l'étudiant qui va un petit peu donner le ton. C'est-à-dire que pour l'étudiant qui est moins technophile, bien sûr, nous gardons l'optique d'une extraction papier, d'un portfolio papier, si telle est la pratique avec laquelle l'étudiant se sent le mieux. Et ça me permet, je vous coupe, désolé, parce que ça permet de répondre à une question qui vient de se poser sur le chat. Il est dit que le référentiel indique que le portfolio est numérique. Faut-il comprendre que le portfolio certificatif devrait être en format dématérialisé? Alors, cette question, je comprends qu'on se la pose, et à la fois vous y répondez d'une certaine façon, Madame Crochemar, en évoquant la possibilité de faire une extraction papier. Pour le CCF, il n'est pas précisé que le portfolio puisse être numérique. On a indiqué le mot numérique en termes de accolé à portfolio que dans la version de l'épreuve ponctuelle. Donc il s'agit là des candidats libres et ou des candidats venant des centres de formation hors contrat, dont l'INFN. Je reviendrai dessus de façon plus longue tout à l'heure. Donc pour tous ceux qui sont en CCF, il n'y a pas d'obligation de portfolio numérique, ni même d'extraction numérique. Tout à fait. Donc c'est pour cela que pour l'instant, en discutant en équipe, on va finalement s'adapter à nos étudiants. Ceux qui souhaitent faire une extraction papier pourront très bien faire une extraction papier. Ceux qui souhaitent faire finalement une extraction numérique pourront le faire. Et de ce fait, soit nous resterons sur Pearl Trees parce que finalement, on peut créer une collection pour le portfolio certificatif, l'organiser avec les documents officiels, les situations professionnelles dont on doit garder trace. C'est une option. Ou alors, la deuxième possibilité également, c'est pour les étudiants qui souhaitent finalement avoir un document, j'appelle ça un CV dynamique, et donc on les orientera après une formation vers des outils de type Canva, Geniali ou Wix, donc les modèles finalement qu'on vous a présentés tout à l'heure, mais tout dépend de l'objectif que l'étudiant recherche avec son portfolio. Donc, moi, j'appelle ça un CV plus dynamique, en tout cas quelque chose qui permette un peu de raconter son storytelling et son showroom, montrer qui il est. Voilà. Donc, pour l'instant, on va s'orienter vers ça et c'est le travail qu'on mènera l'année prochaine en vue de l'extraction. Alors, Madame Garrido nous dit qu'à défaut de Pearl Trees, ils peuvent utiliser Moodle car il est sur l'ENT. Je ne connais pas cette application, mais je ne suis pas une grande technophile. Peut-être ceci explique cela. Après, ça doit dépendre des ENT régionaux, bien sûr. Tout à fait. Cela dépend de l'ENT. À Versailles, en Moodle, nous avons Elea. La plateforme Elea qui peut tout à fait être utilisée, tout à fait. Donc, tout dépend effectivement de l'académie et de l'outil dont dispose l'académie, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est assez rassurant. Et je rappelle que on est là dans le domaine de la formation, donc libre à vous d'utiliser la modalité qui vous convient le mieux. Tout à fait. La liberté de l'enseignant et puis également s'adapter à sa classe. Finalement, ce serait peut-être aussi le deuxième critère à conjuguer avec la liberté de l'enseignant, c'est s'adapter aux étudiants, à leurs pratiques et de ce fait, Christelle va vous présenter une autre façon de travailler qui allie à la fois la liberté pédagogique et le fait de vraiment s'attacher aux besoins de nos étudiants. Christelle, merci, Mme Crochemar. Alors, merci Lorena. Je pense que je vais prendre le relais. Alexandra, c'est toi qui passe les diapos ou pas?
Non, là, c'est Lorena qui a la main. Je D'accord, laisse ok. C'est vrai Croche-Mar faire. que je ne savais pas, je découvre au fur et à mesure. Désolée. Je te remercie. Donc je vais essayer de faire assez court parce que on est quand même tenu par le temps. J'ai regardé le chrono, vu qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été abordés avec la présentation de Lorena. Donc je vais juste rebondir sur un point pour peut-être rassurer un petit peu tous ceux qui ne sont pas technophiles justement. Nous l'expérience au niveau de l'établissement, donc je suis au lycée Toulouse-Lautrec, la petite particularité qui accueille des élèves valides, mais aussi avec handicap moteur. Et nous sommes dans des effectifs de 15 maximum, donc on a des contraintes un petit peu particulières, mais c'est un établissement qui est très très bien doté au niveau des outils informatiques. Donc on a fait avec les moyens du bord qui existaient dès le départ. Donc notre objectif en équipe, je travaille avec Magali Tous qui ne pouvait pas effectivement être là pour l'intervention, mais on l'a préparé ensemble. Et nous la On saluons, travaille en d'ailleurs. co-animation. Comment? Et nous la saluons, Madame Ouais, Douce. exactement. Et donc on travaille en co-animation. On a fait le choix d'avoir cette possibilité parce que notre chef d'établissement nous le permettait. Donc en fait pour le bloc 1, on est parti du constat suivant. On a effectivement un public un petit peu différent des autres les établissements, donc il fallait tenir compte des besoins qui allaient être particuliers. On utilise bien entendu le réseau de l'établissement et on est parti du principe tout simple, c'est que on voulait absolument dès le départ sensibiliser au maximum les étudiants à cette nécessité de constituer le fameux portfolio. Et donc on est parti donc du portfolio formatif. On n'était pas du tout dans la dynamique déjà de la certification pour qu'ils puissent prendre le temps de s'approprier ce concept, de se dire ah tiens on a fait une action, une mission, tiens j'ai été en stage, j'ai fait tel et tel élément. Est-ce que ça pourrait effectivement constituer une activité qui pourrait illustrer cette montée en compétences? C'est la raison pour laquelle on a fait au plus simple, même si on est doté d'un réseau performant, c'est ce que je montrerai après. Mais donc là, ce que vous voyez, c'est nous, on a la chance d'être dans une salle qui est toujours la même. Donc on a pu effectivement avoir de la documentation. Donc des parties de classeurs. Lorena le disait tout à l'heure avec de façon très claire que finalement Purtrees, c'est un classeur numérique. Donc là, je suis restée sur. Alors, on n'est pas, je suis peut-être un petit peu plus âgée. Pourtant, j'aime bien la technologie, mais je me suis dit au plus simple, parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas les étudiants. Donc maintenant, après quelques mois, on se rend compte effectivement que certains vont avoir des appétences pour s'orienter vers justement du numérique. Donc, on a fait des petits tests. Donc, pour l'instant, ils ont tous constitué dès le départ un classeur dont on avait en stock. Donc, on leur a proposé de s'approprier justement l'outil. Et au fur et à mesure des activités que je leur proposais, donc en bloc 1, avant qu'ils ne démarrent en stage, on a travaillé beaucoup sur essentiellement la première activité avec toutes les différentes tâches. Donc, moi, j'appelle ça des fondamentaux qui sont accessibles sur les diapos qui suivront. Et à chaque fois, effectivement, on s'est posé la question sur les missions que je leur proposais, professionnelles, si c'était intéressant de pouvoir, s'ils en avaient fait plusieurs avec les mêmes types de compétences, au bout de la troisième, par exemple, je leur disais, là, vous avez avancé, vous avez bien maîtrisé le concept, on peut imaginer que ça ferait partie d'un élément de votre portfolio. Donc pour l'instant, ils ont en fait accumulé. Comme vous pouvez le constater les uns et les autres sur les photos, c'est tout simple, hein, on a mis des intercalaires et chacun, comme l'objectif quand même de la rénovation, c'était aussi de mettre en avant cette fameuse trace écrite, on s'est dit on va commencer par du plus simple pour aller vraiment de façon progressive. Mon objectif avec ma collègue, c'est vraiment d'arriver à une hybridation, voire un tout numérique d'ici l'année prochaine pour ceux qui se sentent vraiment l'envie de passer au tout numérique. Donc là, on est en train de travailler sur du papier et avec Purtrees justement. Alors j'ai moins la maîtrise de Purtrees que Lorena qui a avec toute l'équipe, je sais dès le confinement, on fait le choix de travailler que sur du numérique.
Moi, dans l'établissement, ça fait pas si longtemps que cela j'y suis, hein, ça fait ma 3e rentrée. Donc, j'ai fait avec les moyens qui existaient et qui fonctionnent, qui sont performants et qui sont vraiment adaptés à l'ensemble du public. Et donc, systématiquement, les fameux feedbacks que Lorena évoquait à travers Pearl Trees, avec les différents documents qui sont partagés avec l'équipe qui a été constituée, eh bien, je fais exactement la même chose avec ma collègue où on est en co-animation. On leur propose des missions professionnelles qui sont didactisées ou des situations professionnelles issues du stage, donc de 3 semaines. Je ne sais pas si Lorena, ils sont partis 3 semaines aussi, les vôtres, je crois. Ils sont partis 1 semaine d'observation en novembre. D'accord. Et ensuite, Entendu. ils partiront en fin d'année. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on avait de la matière par rapport à ce premier stage. Donc, l'objectif était vraiment, à l'inverse, surtout de récolter le maximum de pièces, de pouvoir faire un certain nombre de participer à un certain nombre de dossiers durant toute leur période de stage. Et donc là, on est en pleine phase, hein, à chaque fois qu'on a cours en co-animation avec ma collègue, on les fait travailler sur ces documents. Donc, ils partent de situations professionnelles qui vont contextualiser. Et là, encore ce matin, ils étaient sur encore un oral. Donc systématiquement, c'est des oraux on leur donne systématiquement. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est une des premières diapos. Je leur ai créé quelque chose non, celle sur laquelle tu étais, Lorena. Alors, je précise voilà, si donc vous il y a effectivement. Ouais, il y a ici, en fait, c'est le contexte. Donc, ils se font une fiche écrite. Je tiens vraiment à qu'il y ait toujours une trace écrite. Alors là, c'est dactylographié pour que ce soit plus simple pour les modifications, corrections. Et ensuite, je leur indique, je leur ai créé une fiche qui est pas très très compliquée, hein. Je me suis appuyée sur ce qui existait et j'ai modifié en y intégrant toutes les attendus par rapport au référentiel du bloc 1. Et systématiquement, on affine avec effectivement des feedbacks. Et je fais exactement la même chose avec les missions professionnelles sur du didactisé, donc des situations qui ne sont pas forcément réelles ou qui s'appuient sur des documents que moi j'ai collectés ou ma collègue. Et systématiquement, vous voyez, correction classique, mais qui arrive à là, une grille que je leur donne systématiquement, que ce soit pour des évaluations de compétences, pour les missions qui en fait sont des travaux, hein, des tâches qu'on fait en classe, sur lesquelles ils s'entraînent, et souvent pour une compétence, je leur fais faire 3 types de missions qui sont progressives, et au bout de la 3e, logiquement, ils sont censés avoir maîtrisé l'essentiel. Donc, j'ai rien réinventé, j'ai simplement essayé de garder à l'esprit que moi j'ai des étudiants qui ont des parcours scolaires un peu particuliers pour certains d'entre eux. Par contre, j'ai aussi des jeunes gens valides qui ont de très très belles compétences en numérique et qui vont très très vite s'emparer totalement de l'outil Pearl Trees qu'on a mis en place en ce qui nous concerne uniquement pour l'instant pour la veille informationnelle qui est nécessaire aussi bien pour le bloc 7 mais aussi pour le bloc 1. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'organisation, si on revient juste un petit peu avant la première diapo, Lorena, juste avant, voilà, si vous regardez non, c'était bien, c'était exactement là où tu étais. J'essaye de faire très court, voilà, je pense que je suis dans le timing. Si vous regardez, en fait, il y a stage et situation et mission professionnelle, c'est ce que j'étais en train d'évoquer juste à l'instant, et on y a ajouté des éléments qui ne sont pas forcément obligatoires dans le cadre du portfolio pour le bloc 1, mais qui nous a semblé nécessaire de pouvoir déjà commencer à constituer pour qu'ils puissent faire de la transversalité. Donc nous, c'était vraiment cet élément, la progressivité, la simplicité, au niveau de l'usage, pouvoir avoir des feedbacks très régulièrement, parce qu'on a certains élèves qui s'emparent vraiment très bien de l'outil informatique et d'autres qui sont un petit peu allergiques. J'en ai encore parlé ce matin avec eux. Et ils m'ont dit non, on préfère le classeur, madame. Alors je leur mets des post-it très régulièrement parce que je les vise très souvent. Dès qu'on a fini une tâche, vous voyez, à chaque fois, vous avez des post-it ici, alors, avec des petites recommandations, en plus des fiches que je leur donne en photocopie. Moi, je garde toujours une trace. C'est-à-dire que j'ai un doublon avec les grilles.
Alors, je vais bientôt être surnommée Madame Grille dans l'établissement parce que j'en fais un certain nombre. Et c'est là où je suis effectivement très très en attente d'échanges qu'on pourra faire peut-être dans quelques mois en fonction de la pratique qu'on aura eue les uns les autres. Oui, Et ce qui est intéressant, Madame Poteau, donc quelqu'un nous demande sur le chat d'avoir un j'ai exemple pas concret. regardé. Je crois que quelque part, mais c'est normal que vous n'ayez pas regardé puisque c'était mon rôle de faire cela. Je crois que là, nous avons deux exemples concrets très différents. Alors, des exemples concrets de portfolio, mais Ouais. il est bien évident qu'on ne peut pas faire d'exemple concret de comment un étudiant va pouvoir intégrer son expérience d'une activité professionnelle dans le portfolio, puisque quelque part la façon dont il intègre son expérience professionnelle, c'est en partie sa formation. On imagine bien que sur les premières expériences professionnelles, aussi bien dans le Pearl Trees de Madame Crochemar que dans l'armoire de Madame Poteau, désolé d'appeler ça comme ça, Madame Poteau, mais c'est quelque part, votre Pearl Tree, c'est une sorte d'armoire. Votre étudiant, en début de première année, va mettre des documents qui sont, somme toute, assez b.a.-ba, et au fur et à mesure qu'il monte en compétences, son dossier, et là on peut commencer à parler de dossier au sens quasiment notarial du terme, son dossier sera de plus en plus fin, les preuves qu'il va apporter seront de plus en plus affinées, poussées, et pour le coup, à la fin, quand on passera à l'extraction certificative, on devrait avoir de belles choses pour les meilleurs d'entre eux. Bon, ceux qui seront restés au niveau un peu b.a.-ba, ben, c'est pas ceux qui auront les meilleures notes. Alors, exactement. Excusez-moi, c'est exactement cela. En fait, c'est la raison pour laquelle on est parti au départ sur le fameux classeur pour pouvoir vraiment qu'ils aient en tête que une des premières compétences en tant que collaborateur, c'est vraiment être capable de gérer l'information et gérer l'information aussi bien au niveau numérique. C'est pour ça que sur les autres diapos, mais on n'aura pas le temps de les montrer, on est sur l'organisation au niveau du numérique, mais ça rejoint exactement ce qu'on fait sur du Pearl Trees. Alors, on va passer assez rapidement puisque le temps court et il va falloir qu'on aille vers la certification. Il y a une petite question sur le chat que je vais relayer. La question est la suivante: peut-on donner le même contexte à tous les étudiants et chacun rend son travail personnel? Alors, je rappelle que il ne s'agit pas de faire des cas d'école nécessairement. Bien sûr que vous allez avoir des situations didactisées, c'est ce que vous disiez, Mesdames Poteau et Crochemar. Dans quel cas, cette même situation didactisée, grosso modo ce même contexte, est le même pour tous les étudiants. Évidemment que le portfolio étant personnel, chaque étudiant rend d'une certaine façon son travail personnel dans son portfolio. C'est un peu comme si il glissait dans l'armoire ou dans la perle du Pearl Tree le travail qu'il a fait sur l'émission donnée. Mais tout ne sera pas forcément sur des contextes identiques pour tous les étudiants, puisque quand ils partent en stage, ils sont quand même bien seuls dans leur situation professionnelle et rencontrent des expériences différentes. Totalement. J'espère avoir répondu à votre question, Madame Garrido. Mesdames, est-ce que vous avez... Ah mais si, moi j'ai une question à vous poser. Pardon. Vous êtes sur des schémas très différents en termes de, finalement, non pas de portfolio, enfin de matérialité du portfolio. Il y a des avantages et des inconvénients qui me paraissent différents, voire opposés ou complémentaires. Quels sont les avantages et les inconvénients de vos méthodes? Alors, si je peux commencer, l'avantage de la méthode numérique, c'est la souplesse, c'est le cartable léger pour les étudiants quand ils viennent en cours. C'est aussi, on travaille les compétences numériques avec Pix. C'est vraiment l'occasion de travailler, de conforter leurs compétences numériques. Et c'est vrai que nous, on utilise Pearl Trees dans l'idée de la dématérialisation aussi du travail du collaborateur à l'étude. Maintenant, tout numérique n'est pas forcément une chose intéressante pour tous les étudiants. On constate quand même que certains étudiants ont besoin de revenir au papier, la trace écrite, d'écrire cette trace à la main. Ouais. Voilà, on va peut-être le simplifier comme ça. Donc parfois, l'outil est là, mais parfois on a besoin de revenir à la trace écrite à la main. Et bien sûr,
la question est toujours de la sauvegarde et de la portabilité lorsqu'on utilise un outil comme Pearl-Trees. Et donc, on ne se gardera pas au lycée d'effectuer des sauvegardes sur clé, peut-être sur papier, par mesure de sécurité. Donc, Et on moi, revient au papier. C'est la raison pour laquelle moi j'étais extrêmement prudente. Alors, l'avantage que j'y verrais, c'est que c'était un outil très simple. C'est que, comme je le disais, ça permet de le mettre en œuvre très très vite et de pouvoir envisager une certaine progressivité et aller jusqu'à l'hybridation. Ça laisse le temps, voilà, aux jeunes de pouvoir s'approprier les attendus du portfolio. Nous, c'était vraiment ce point-là. Et de laisser vraiment une trace écrite. C'est vrai que à chaque fois, ils mettent des annotations. On voit qu'ils se réapproprient les choses. Pour certains, ils se disent ah bah tiens, là par contre, j'arriverai peut-être à faire un document finalisé, propre. Et je leur dis si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à le mettre même sur votre Pearl-Trees. Donc en fait, moi, je suis dans vraiment une situation plutôt maintenant hybride. d'accord. J'ai le classeur, il continue. J'en ai pris 2 exemplaires, dont le petit bleu, il est là. Je sais pas, on le voit pas comme j'ai un flou, mais c'est vraiment le point positif. D'accord. Ça permet d'avoir des feedbacks sans avoir à se connecter. Ils l'ont systématiquement en fait au lycée, donc ils sont sur leur bureau et systématiquement ils peuvent y accéder sans problème. Et le point négatif, c'est qu'effectivement, en termes de stockage, il va falloir qu'on multiplie quand même les supports parce que je suis tout à fait d'accord avec Lorena. Si il se filme, etc., c'est pas envisagé. On peut pas filmer, on peut pas stocker et donc ce n'est qu'un outil de démarrage. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut le concevoir. Et puis, ça leur permet, certes, il y a de la dématérialisation, mais il y a aussi, surtout, à savoir organiser ses papiers. Et on sait qu'avec le tout numérique, contrairement à ce qu'on pense, on n'a jamais autant imprimé. Et nos jeunes gens ont tendance justement à penser que c'est facile et il faut tout mettre après sur papier, alors qu'il faut quand même réfléchir avant de pouvoir appuyer sur le bouton. Tout à fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que toute méthode est bonne pour que les étudiants s'approprient ce développement professionnel et de ce développement des compétences. D'autant plus que pour nous, en BTS CJN, la compétence de savoir constituer un dossier est une des compétences centrales. Alors, il est vrai que quand on regarde notre référentiel, on pourrait comprendre que le portfolio formatif, tel que vous le présentez, n'est que de l'affaire du CCF. Et là, je m'adresse à nos collègues et amis de l'INFN. Et d'une façon, alors en replay, peut-être que d'autres centres de formation hors contrat nous regarderont. Je m'adresse aussi à eux. Le portfolio étant un outil de formation, vous pouvez tout à fait vous en emparer. Ce n'est pas parce que vos étudiants vont passer l'épreuve en ponctuel que le portfolio ne peut pas être un excellent levier d'apprentissage, un excellent levier de développement des compétences professionnelles. Une chose est sûre, est que quel que soit le format de portfolio que vous choisissez, il n'y aura pas de problème par rapport à la certification. Vous pouvez faire quelques extractions que vous vouliez. Certains disaient, donc on va faire des extractions papier, d'autres, vous avez parlé même prochainement d'extraction numérique. Bon, de toute façon, les documents certificatifs sont là pour, notamment le tableau synoptique, pour ceux qui sont en CCF, pour permettre d'harmoniser d'une certaine façon la présentation. Parce que, et là je m'adresse à mes chers collègues qui sont connectés, qui sont présidents de jury, il va falloir que les présidents de jury s'y retrouvent. Parce que si quelqu'un vient avec son armoire à la réunion d'harmonisation, l'autre avec son canevas, l'autre avec son truc et son bidule, je plains mes collègues présidents de jury. Donc pour cela, il y a les documents certificatifs qui permettent d'une certaine façon d'harmoniser la présentation, de faire une extraction d'extraction, une sorte de résumé. Il n'en reste pas moins que les présidents de jury sont tout à fait libres et ils ne s'en priveront certainement pas que de demander dans leur note de cadrage académique d'apporter, pourquoi pas, des portfolios en exemple lors des réunions d'harmonisation CCF, s'ils le veulent. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer à la présentation de ces fameux documents certificatifs. Alors, on commencera par le CCF et ensuite on fera le parallèle avec l'épreuve ponctuelle parce que, parfois, le parallèle existe. On est bien sûr sur 2 épreuves très parallèles qui ont été conçues de façon à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de l'équilibre entre les candidats qui passeraient en ponctuel et les candidats qui passeraient en CCF. Alors, je suis désolée, les diapos sont
beaucoup moins jolies que celles de mes collègues précédentes, ce sont des documents certificatifs. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr avoir ces documents certificatifs en allant sur le CRCF, ils sont à disposition en Word. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez télécharger ce diaporama grâce au petit bouton qui ressemble à la petite flèche de téléchargement en bas à droite, je n'y connais rien du tout, à gauche, pardon, des diapos. Si vous appuyez dessus, vous pouvez télécharger, voilà, exactement à cet endroit-là, vous pouvez télécharger le diaporama si vous le souhaitez. Bref, on a là le document, le premier document certificatif pour le CCF, c'est le document de liaison. Tous ces documents sont en lien avec le portfolio, bien sûr. Le document de liaison, je rappelle que c'est celui dans lequel le tuteur s'exprime. C'est celui qui permet au tuteur de participer à l'évaluation. C'est là où le tuteur donne son avis. Le tuteur, quand votre étudiant part en stage, bien évidemment. Ou pour les apprentis, le maître d'apprentissage. Bref, le professionnel. Là où il donne son avis. Alors, d'une part, il donne son avis en décrivant les activités menées en stage. C'est-à-dire qu'il va cocher les compétences abordées. Les compétences, c'est celles que l'on voit en colonne, qui sont tout simplement les objectifs de l'épreuve que vous trouvez dans le référentiel à la page de la définition de l'épreuve, c'est le point numéro 1. D'autre part, le tuteur va aussi donner son avis en formulant son avis. Alors là, on le voit pas parce que c'est sur la deuxième page et j'ai oublié de présenter la deuxième page sur la diapositive. Néanmoins, sur le document certificatif que vous pouvez télécharger, vous avez cette deuxième page. On demande au tuteur de formuler son avis sur la façon dont l'étudiant, tout simplement, s'est emparé des activités qui ont été proposées selon les critères d'évaluation. Critères d'évaluation, néanmoins, que vous voyez ici, qui sont listés en bas du document de liaison. Les critères d'évaluation, ce sont ceux de la définition de l'épreuve. On n'a pas inventé d'autres critères d'évaluation. Bref, Madame on demande... Benima, Oui, Madame Crochemar. une petite question. Qu'en est-il? Est-ce que l'enseignant est lié par l'avis qui est émis par le tuteur? Que fait l'enseignant de cet avis? Heureusement qu'il en tient compte. Sinon, ce serait dommage qu'il y ait un stage et bien sûr, il doit en tenir compte. Mais quand même, je rappelle que le document de liaison, si il n'est pas directement dans la grille d'évaluation, c'est bien pour qu'il y ait une sorte de zone tampon. Le tuteur donne son avis, donc participe à l'évaluation de cette façon-là, donc il est totalement libre de ce qu'il va écrire de façon littérale sur ce document de liaison, mais ce document de liaison n'est pas une grille d'évaluation. C'est d'où le fait d'ailleurs qu'on demande un avis littéral au tuteur, on lui demande pas une note, non pas une note chiffrée. Le document de liaison est juste la façon dont le tuteur va alimenter le tableau synoptique et après le document la grille d'évaluation que vous allez voir après. En fait, au final, c'est quand même le professeur qui est le professionnel de l'éducation et de l'évaluation qui va garder la main sur les documents suivants, le tableau synoptique et la grille d'évaluation certificative. Est-ce que vous avez répondu à votre question, Madame Crochemar? Oui, tout à fait. Madame Garrido demande, doit-on faire 2 documents pour chaque stage ou non? Peut-on donner ce document à nos étudiants? Il faut que les étudiants connaissent les documents, évidemment. En revanche, pour le coup, là, c'est quand même au tuteur de remplir le document. Il paraît, d'autant que c'est lui qui doit le valider. Alors, on peut imaginer que le document soit rempli par l'étudiant, mais le tuteur, devant le valider, il doit quand même le viser et vérifier que l'étudiant n'a pas coché n'importe quelle compétence, tout simplement. Autre question, qui quitte la colonne activité dans le document de liaison? Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le tuteur. Oui, c'est techniquement, c'est l'étudiant qui peut saisir et remplir la chose, mais le tuteur sait bien quelle activité a été faite par l'étudiant et qu'est-ce qu'il a donné à faire à l'étudiant. Donc, à la fois le commanditaire de ces activités professionnelles, c'est le tuteur, et c'est concrètement l'étudiant qui remplit la chose. D'accord. Une autre question, notamment, Madame Lefebvre Saint-Quentin, qu'appelle-t-on précisément une activité professionnelle? Alors, Elisabeth.
Je pense que c'est Elisabeth qui se cache derrière ce pseudonyme Madame Lefebvre-Saint-Quentin. Alors on a mis activité professionnelle parce que en fonction de la richesse du terrain de stage, ça pourrait être une mission, comme ça pourrait être une simple tâche. Ça dépend à la fois de la richesse du terrain de stage, mais ça dépend aussi d'une certaine façon de la façon dont l'étudiant va s'emparer de ce que peut lui proposer le terrain de stage. Donc on a voulu être relativement neutre, et vous pouvez à la fois lister des tâches qui en général montrent que l'étudiant n'a pas vraiment pu prendre pleinement en main les compétences professionnelles qu'il doit développer, ou quelque chose d'un peu plus large, des missions. C'est assez protéiforme, des activités professionnelles. Et peut-être une dernière question pour pouvoir vous laisser continuer. N'est-il pas utopique, monsieur ou madame Pignard, de penser que l'étudiant accomplira toutes les activités? Alors, étant donné que les activités professionnelles, c'est ce qui est confié à l'étudiant en stage, par définition, il va accomplir tout ce qu'on lui demande de faire. Après, il y a l'avis du tuteur. Les activités qui sont données ne sont pas forcément des activités réussies, bien faites par l'étudiant. L'avis littéral du tuteur est là pour dire, ben voilà, on lui a demandé de faire ça, sauf qu'il a rien fait. Par exemple, si on va à l'extrême, on lui a demandé de faire ci, l'étudiant a réussi à répondre à nos attentes, mais il était très assisté, il n'a jamais su prendre d'autonomie ni d'être en capacité de travailler seul. Voilà. L'utopie, elle est régulée par l'avis littéral du tuteur qui, on l'espère, regarde l'étudiant travailler en stage. Madame Amiot, je vais peut-être vous laisser poursuivre et bien sûr, nous prenons en note toutes les questions qui sont nombreuses et nous vous remercions des questions. Alors peut-être je peux passer au tableau synoptique qui est le fameux deuxième document, celui que vous allez devoir intégrer à l'extraction du fameux portfolio, puisque le tableau synoptique, c'est le panorama des activités menées par l'étudiant, qu'elles soient en stage ou en classe, pendant toutes les heures de bloc 1. En fait, c'est le panorama, le tableau synoptique, comme son nom l'indique, du fameux portfolio. Donc en fait, là, le professeur, c'est lui qui a la main sur le tableau synoptique. C'est pas, alors ça peut être techniquement l'étudiant qui le remplit, mais de la même façon que le tuteur tout à l'heure devait le viser, c'est le tableau synoptique qui utilise les infos du document de liaison pour intégrer les activités faites en stage, mais c'est aussi le professeur qui finalement va résumer l'extraction, comme vous avez dit tout à l'heure, autrement dit l'aboutissement du portfolio en le positionnement. Le tableau synoptique, c'est une sorte de tableau de positionnement des compétences qui ont été abordées par l'étudiant lors de ses différentes activités en stage ou en bloc 1. Donc, il décrit les activités. Mais en même temps, en positionnant les activités, et en positionnant, vous devez, si vous avez le document sous les yeux, si vous grossissez, si vous zoomez sur le document, tout à droite du document, vous avez la notion de tâche simple ou de tâche complexe, puisqu'il faut aussi que le professeur nous donne, finalement, décrive le niveau d'exigence. Ça permet de savoir, en cela, quel est le plus haut niveau de complexité de ce qui aura été demandé à l'étudiant, en classe et en stage. Le professeur, dans le tableau synoptique, va aussi vérifier, donc c'est les colonnes qui ne sont pas toutes à droite, mais on voit un ensemble de colonnes relativement à droite du document qui vérifie que les 3 grandes catégories d'activités ont bien été abordées. Donc toutes ces catégories d'activités qu'on a dans la définition de l'épreuve, je vous rappelle, tout cela n'est absolument pas nouveau par rapport au référentiel. Définition de l'épreuve qu'on retrouve avec la liste des compétences et toutes les activités, ces 3 grandes activités qu'on retrouve d'ailleurs dès le répertoire des activités professionnelles en tout début de référentiel. Donc avec le tableau synoptique, on sait, on voit l'étendue et le niveau des activités présentées par l'étudiant dans son portfolio. Synoptique. Voilà, c'est vraiment le terme qui convient. Alors, je crois que Monsieur Pignard insiste avec une question, Madame Crochemar. Avec votre micro, s'il vous plaît.
mieux. Donc, Monsieur Pignard, je me permets d'insister, Madame si Pignard, l'enseignant ne confie pas certaines activités à l'étudiant, et il y a une question intéressante de Monsieur Arnaud Lebrun, y a-t-il un nombre minimum d'activités dans le cadre du CCF? alors, il n'est pas écrit dans le référentiel un nombre minimum d'activités dans le cadre du CCF. Il n'en reste pas moins que si on regarde les preuves ponctuelles où on demande un minimum de 5 activités complexes, on pourrait imaginer que pour que ce soit un peu conséquent, il faudrait un minimum de 5 activités complexes. Complexes signifiant qu'il y a plusieurs compétences qui concourent à cette activité. C'est pas une tâche de type je décroche le téléphone au standard tout le temps. Et alors, si l'employeur confie à l'étudiant seulement de décrocher au téléphone tout le temps, évidemment, on peut pas dire que le stage soit très riche. Mais je rappelle que le bloc 1 et toutes les heures de bloc 1 sont là aussi pour faire des activités professionnelles qui seront simulées certes, mais qui compteront tout autant dans la formation professionnelle et dans le développement des compétences. Donc, si l'employeur ne confie pas certaines activités à l'étudiant, eh ben c'est à vous de les confier de façon simulée en classe, en atelier de bloc 1. Merci. Est-ce que j'ai répondu aux questions, mesdames? Eh bien, vous pouvez poursuivre. Merci. Merci. Nous suivons Le document qu'on a après, il faut qu'on poursuive et puis je crains qu'on n'arrive pas à tenir le temps imparti. On va accélérer malgré tout. Le document suivant, qui est le dernier document certificatif du CCF, c'est la fameuse grille d'évaluation. Souvenez-vous, lors du PNF, on a bien rappelé que dans le cadre d'un CCF au fil de l'eau, la grille d'évaluation permettait une photographie, donc une traduction en notes, du plus haut niveau de compétences acquises. La grille, grosso modo, vous vous en occupez, mais que à la toute fin de la 2e année. Il y a certes votre évaluation formative, les notes que vous mettez au fur et à mesure. Ce sont les grilles présentées par Madame Poteau tout à l'heure. Vous êtes libre d'utiliser tous les moyens que vous voulez pour évaluer de façon formative au fur et à mesure de l'année et constituer les notes de bulletin. Là, on n'est pas dans la note de bulletin, on est bien dans l'évaluation finale à la fin de la 2e année. Donc, c'est juste seulement à la fin de la 2e année que vous devez remplir une grille par étudiant. Donc, cette évaluation, niveau de réussite, très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant, puis la note. Il est évident, et là j'y tiens, qu'elle doit être graduée en fonction d'une exposition à des tâches seulement simples ou à des tâches complexes. Ça répond d'une certaine façon à la question qui a été posée si l'étudiant n'est pas exposé à des tâches complexes. Il n'est pas possible d'atteindre un niveau très satisfaisant avec seulement des tâches simples. Je pense que là, c'est quelque chose une sorte de garde-fou que l'on doit tous avoir en CCF. Il n'est pas possible d'atteindre un niveau très satisfaisant si l'étudiant n'a finalement réussi que des tâches simples. Ça veut dire que si en stage, ne lui sont pas confiées des tâches complexes, une tâche complexe, c'est pas si compliqué que ça, c'est plusieurs compétences liées sur une mission, mais si l'étudiant n'a pas réussi cela, il ne peut pas avoir un niveau très satisfaisant. Alors concrètement, comment on s'y prend pour cette évaluation à la fin de la 2e année? Comment s'y prend-on? Le prof, l'enseignant qui a l'étudiant en bloc 1, Madame Crochemar, Madame Poteau, avec un autre enseignant de BTS-CJN qui connaît l'étudiant, le fameux collègue de Madame Crochemar qui a accès à Pearl Trees, la fameuse collègue de Madame Poteau qui a accès à l'armoire, mais qui n'enseigne pas le bloc 1, pour avoir un regard relativement extérieur sur les compétences du bloc 1. Ensemble, tous les deux, faut être deux, examinent d'une part l'avis du tuteur, c'est-à-dire le document de liaison, et d'autre part, examine le positionnement, c'est-à-dire le niveau d'exigence des activités sélectionnées dans le tableau synoptique, pour savoir si on est dans le niveau simple ou dans le niveau complexe. Le prof qui a l'étudiant en bloc 1 donne son avis sur le niveau final, est-ce que c'est très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant, selon les fameux critères d'évaluation. Je rappelle que c'est les fameux indicateurs de compétences du bloc 1 que l'on a, qui se cachent derrière ces critères d'évaluation, et l'autre prof traduit d'une certaine façon, ou on peut dire compile les avis du professeur et du tuteur
pour arrêter le profil. Vous allez avoir un profil avec une grille de coches en fonction de très insuffisant à satisfaisant au regard du niveau atteint pour chacune des tâches, et les deux profs conjointement décident de la note sur 20. Mais on est vraiment à la fin de la deuxième année. On n'est pas sur toutes les tâches, sur toutes les activités, les unes après les autres. Je crois qu'il y a des questions. Peut-être que c'est le moment que je fasse une petite pause pour que on réponde aux questions. Madame Crochemar, Madame Poteau, quelles sont les questions? Madame Abélard demande, cette grille est-elle pour les contrôles continus? Alors, si je peux me permettre, Madame Abélard avait demandé la parole, je pense qu'on peut la lui donner. Tout à fait. Allez-y, Madame Abélard, dites-nous. Alors, pour prendre la parole, il faut activer votre micro, en revanche. Je ne sais pas si vous êtes connecté avec la possibilité de prendre la parole ou pas, puisqu'il y a deux façons de se connecter avec cette plateforme. Est-ce que quelqu'un peut vérifier si Madame Abélard peut... Est-ce que vous m'entendez? Eh ben oui, on vous entend, Madame Abélard. Allez-y. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Oui, parce que ce que je comprenais pas, c'est ce bloc-là que vous marquez, la grille d'évaluation, c'est aussi pour le contrôle ponctuel? Non, c'est que pour le CCF, c'est écrit, regardez, document de certification. C'est bien CCF. ça, hein. Là, on est pour le désolée, CCF. parce que alors moi je suis en voiture en même temps, alors du coup c'est un peu compliqué parce que voilà. J'espère que vous êtes arrêté et que. Oui, voilà, je me suis arrêtée justement pour vous parler, donc c'est pour ça que ça a été un peu plus compliqué. Mais du coup, est-ce que c'est cette grille-là que le jury aura aussi en contrôle continu? Eh ben, j'y arrive. Donc, à votre prochaine pause, au prochain feu rouge, vous aurez la grille en version ponctuelle. Non, mais je vous ai juste en audio, hein, je vous vois pas en fait. Alors c'est pour ça que je me suis arrêtée juste pour poser ma question, mais autrement je vous entends depuis tout à l'heure. Vous pourrez avoir la grille sur le site du CRCF, hein, aussi en version ponctuelle, et effectivement j'expliquerai cette grille puisque je vais faire le parallèle tout de suite après sur la version ponctuelle. Là, nous sommes à la fin d'explication pour le CCF. Donc oui, là, on est bien sur le CCF. Ben, je vous en prie, non, votre question était tout à fait pertinente, Madame Abélard. Merci. De rien. Donc, il s'agit bien, je le rappelle, il s'agit bien d'un CCF au fil de l'eau. Donc, il n'y a pas d'épreuve orale finale. CCF au fil de l'eau. Bon, ça vous empêche pas de multiplier les évaluations sommatives au fur et à mesure, hein. D'ailleurs, il faut bien que vous ayez des moyennes de bulletins, donc il va bien falloir des notes. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir des, entre guillemets, je vais prendre le mot contrôle, parce que au moins, ça veut tout et rien dire. C'est votre liberté de choix du système de contrôle par le prof. Vous faites des petits oraux, vous faites des écrits, vous faites ce que vous voulez, parce qu'il va falloir des notes de bulletin. Le bulletin, ça va être la moyenne de vos notes. Le CCF, c'est le plus haut niveau atteint à la fin. Le petit rappel était peut-être utile? Indispensable même. D'accord. Alors il y a une grande question de Monsieur Castin. Peut-être on peut prendre cette question, Madame Poteau, si vous l'avez sous les yeux. Le document de liaison est-il à réaliser par le tuteur à la fin de chacune des périodes de stage, en première et deuxième année, ou une seule fois à la fin de l'ensemble des périodes de stage en deuxième année? Alors, je vous conseille d'avoir autant de documents de liaison que vous avez de tuteurs. Parce que si votre étudiant ne va pas dans le même office, c'est pas mal qu'on parte d'un deuxième document de liaison vierge pour finalement garder d'une certaine façon la confidentialité du premier. Et imaginons que ça se soit pas très bien passé en première année, ce serait dommage que le deuxième tuteur parte avec un a priori. Après, si l'étudiant reste dans le même lieu de stage, pourquoi pas pourquoi ce document finalement ne permettrait pas la continuité des deux périodes. À vous d'ajuster. Il n'y aura dans la circulaire nationale pas de mention obligatoire en disant un seul document de liaison ou plusieurs documents de liaison. C'est à vous d'ajuster en fonction des situations. C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, donc je pense qu'on a enfin la réponse. Donc c'est parfait. D'accord. Donc je résume. Pour le CCF, parce que le CCF peut paraître un petit peu complexe, mais je résume les étapes. Première étape, la formation. Le portfolio, c'est l'étudiant. Première étape. Deuxième étape, lien avec le tuteur par le ou les documents de liaison selon si vous avez un ou plusieurs tuteurs.
Deuxième étape, les documents de liaison. Troisième étape, l'extraction du portfolio de formation, le fameux book, la vitrine. Alors là, vous faites comme vous voulez. Et cette extraction doit se traduire de toute façon dans le tableau synoptique qui positionne les réalisations de l'étudiant. Quatrième et dernière étape, le positionnement et l'évaluation, donc le niveau de réussite, qui doit être en fait en fonction des fameux indicateurs d'évaluation de compétences, est résumé dans la grille d'évaluation avec la note. Donc, chers collègues présidents de jury, au final, ce qui va être demandé par la circulaire nationale, c'est le document de liaison, le tableau synoptique et la grille d'évaluation pour l'harmonisation CCF. Mais libre à chaque président de jury de, pourquoi pas, demander de venir avec des travaux d'étudiants si les réunions d'harmonisation se font en présentiel, et donc pourquoi pas venir avec des portfolios si c'est nécessaire. Voilà pour l'organisation CCF. Y a-t-il des questions sur l'organisation CCF ou est-ce qu'on peut penser au ponctuel? J'ai juste un petit point à noter, Alexandra. Oui. Tu as dit le CCF, c'est le plus haut niveau atteint. Moi, je rajouterais sur une tâche complexe. Oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que pour être clair, vous pouvez avoir comme on est sur une pédagogie spiralaire, vous pouvez avoir des étudiants qui, au fil des 2 années de formation, vont avoir un peu de temps pour atteindre leur niveau maximum, mais parce que le contexte va évoluer. Et donc, plus le contexte va se complexifier, plus effectivement, il peut y avoir une petite redescente sur la réussite. C'est normal. Ils prennent appui sur un contexte plus compliqué et ils vont reprogresser. Et donc, ce qu'on veut dans la grille du CCF, c'est le plus haut niveau atteint sur un niveau de complexité qui est proche de celui attendu par les offices notariaux à l'issue du BTS. C'est ça, donc celui que l'on attend et qui est explicité dans le répertoire des activités professionnelles, la première partie du référentiel. Et dans l'idéal d'ailleurs, un tableau synoptique idéal qui permettrait d'atteindre une très bonne note, c'est un tableau synoptique où toutes les colonnes d'objectifs ont été cochées à un moment quelconque. Christelle, tu as levé la main? Oui, je vais poser une question, ça m'évitera de faire sur le chat. Par rapport à justement ce niveau atteint, tâche complexe. Dans l'ancien référentiel, il était bien recommandé que l'on fasse en sorte de s'assurer que, au minimum, les 3 domaines, le droit de la famille, l'immobilier et entreprise, soient effectivement bien validés à travers ces activités. En tout cas, on essayait d'avoir cette diversité. Si on vise le plus haut niveau atteint sur une tâche complexe, ça va être difficile forcément de tout évaluer sur le contenu. Donc, je voulais savoir si ça supposait que on puisse vérifier au moins 3 tâches complexes, parce que s'il faut quand même qu'il y ait de l'entreprise, de l'immobilier et de la famille. Parce que sinon, on évalue des compétences que dans un seul domaine, par exemple. Alors, les tâches... Je reviens à la question de Monsieur Lebras tout à l'heure qui demandait le nombre d'activités professionnelles. Ouais. On avait dit que si on veut se mettre en parallèle avec ce qui est demandé pour le ponctuel, c'était 5. Ouais. Puisqu'on a demandé dans le ponctuel 5 filles, donc ce serait bien qu'il y ait 5 tâches complexes qui soient atteintes par variées. Après, dans le bloc 1, on n'a pas précisé qu'il fallait qu'il y ait une variation, c'est pas le terme, pardon. Une diversité, merci, des domaines, des 3 domaines que tu as cités. Ouais. Le bon sens voudrait que c'est mieux si c'est comme ça. En revanche, ce n'est pas prévu comme tel. D'accord. Pour autant, ce qui permettrait, dans le cadre de la formation continue, surtout dans le cadre de la formation continue, un candidat en situation de professionnalisation ou d'approfondissement de sa professionnalisation, je ne parle pas de vos étudiants, il pourrait valider, par exemple, pourquoi pas en VAE, le bloc 1, en ayant une expertise que dans un de ces domaines. C'est tout à fait possible. Néanmoins, il ne pourra jamais valider le BTS
globalement, s'il n'a pas une expertise dans tous les domaines, puisque je rappelle que derrière, il y a quand même la famille dans le bloc 2, l'IMO et l'entreprise dans le bloc 3. Donc il fallait pas que le bloc 1, je vais faire un mauvais jeu de mots, bloque en obligeant à avoir tous ces mêmes compétences dans tous les domaines. Il faut aussi penser à la formation continue et au fait que les professionnels en exercice peuvent acquérir le BTS bloc par bloc. Et certains, on le voit souvent en VE, sont cantonnés à un domaine. Ce qui n'empêche pas leur compétence de bloc 1 d'être tout à fait légitime. Bon, pour vos étudiants, honnêtement, c'est pas une bonne idée que de les cantonner à la famille ou à l'IMO ou à l'entreprise. Mais ça peut être des stratégies que certains de nos étudiants peuvent avoir à un moment ou à un autre si effectivement ils ont des diversités. Ça s'est vu hein, les autres années. Donc, ça peut être des stratégies. Bon, vous êtes en CCF, ouais. Vous êtes jugé parti, vous êtes formateur puis certificateur. On dépasse le temps, je suis confuse, surtout que c'était moi la première qui avait dit faut surtout pas dépasser le temps. Enfin, Grégoire, mon collègue Grégoire me pose une question, il me semble, en me disant quels sont les attendus dans la case appréciation SVP. Grégoire, est-ce que tu peux prendre la parole pour préciser ta question parce que je ne sais pas quoi te répondre. Oui, bonsoir. Oui, c'est juste une petite question très pratique pour éviter et fixer les choses dès le départ. Est-ce qu'on est plutôt sur une appréciation qui vise à préciser pourquoi le niveau maximal de maîtrise des compétences sur une tâche complexe n'est pas atteint partout, ou à l'inverse, est-ce qu'on valorise les éléments atteints? Je ne sais pas si je suis clair dans ma formulation. Oui, je comprends. Je dirais que étant donné que cette grille d'évaluation peut être communiquée aux candidats s'ils le souhaitent, c'est le cas de toute copie d'examen, et c'est le seul document qui a une valeur de copie d'examen, bon, sachant que les précédents documents, il les voit en amont de la fin de l'année. Je parle du tableau de synoptique et du document de liaison. Bref, pour la grille d'évaluation, si vous avez si vous voulez quelque part donner des conseils à un candidat qui vraisemblablement n'a pas très bien réussi et qui a besoin de progresser, ce sera à la fois les deux. Qu'est-ce qui a bloqué et qu'est-ce qui a été réussi? C'est un peu comme dans un bulletin de classe, finalement. La grille d'évaluation qui, au final, pourra être communiquée au candidat, à la fois, elle a un but pédagogique, une vertu pédagogique pour que le candidat s'y retrouve, surtout celui qui doit encore progresser. Mais il faut pas oublier que, ayant valeur de entre guillemets copie d'examen, il doit aussi y avoir une consignation des faits qui justifient la note en cas de contestation. Donc j'oserais dire, Grégoire, que il est bon que les professeurs, quand ils deviennent certificateurs pour le CCF, prouvent par tout moyen la pertinence de la note qui a été donnée. Et c'est fondamental, chers collègues enseignants, sans aller jusqu'au contentieux, mais tout du moins les explications, les réclamations, les éclaircissements arrivent dans les decks pour tous les candidats, ponctuels comme CCF. Donc c'est pas parce que c'est votre élève, entre guillemets, le vôtre, que vous connaissez et vous choyez depuis 2 ans, que vous êtes dispensé de remplir cette case appréciation. En tout cas, je te remercie beaucoup de cette question, Grégoire, parce que je n'avais pas du tout pensé à aborder ce point. C'est bon pour le CCF? Plus d'autres questions? Et on peut passer au ponctuel, parce que le ponctuel, ne l'oublions pas, hein, c'est 50 autres % des candidats. Tout le monde est concerné, que vous soyez enseignant auprès de ces candidats, parce que dans un centre privé hors contrat, comme l'INFN, ou que vous soyez le certificateur des oraux ponctuels, puisqu'il y aura toujours une épreuve orale ponctuelle. Alors, les redoublements de BTS Notariat, question posée sur le chat, on en parlera en toute fin, puisque c'est pas tout à fait l'objet du mini-webinaire, et je rappelle que on est très en retard.
Donc, le ponctuel. Merci Lorena d'avoir affiché les documents de la certification ponctuelle. Je rappelle, le ponctuel, c'est l'INFN, les autres centres de formation contrat, et les candidats libres. Donc, on ne pouvait pas exiger pour le ponctuel un portfolio. Vous imaginez un candidat libre faire son portfolio tout seul? Ce serait génial. Là, pour le coup, on aurait un bon candidat individuel. Mais c'est pas facile quand même. Donc, pour le ponctuel, ces candidats individuels ou de centres privés hors contrat comme l'INFN, on leur demande 5 fiches descriptives d'activité. Grosso modo, on se retrouve dans un cas assez proche de ce qu'on fait jusqu'à présent dans l'épreuve 6 CPAP, BTS, notariat. 5 fiches descriptives. 5 fiches descriptives dans lesquelles on coche les compétences. Les compétences, c'est la même chose que les objectifs du tableau synoptique de CCF. Je vous montre le parallèle entre les deux épreuves. On coche les compétences comme dans le tableau synoptique des CCF. On doit couvrir les 3 grandes catégories d'activités, comme dans le tableau synoptique CCF. Il doit y avoir une appréciation littérale sur le contenu de l'activité, remplie par le candidat, en l'occurrence. Ça me permettra au jury ponctuel de positionner l'activité. Bref, son niveau d'exigence, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est complexe? C'est le jury qui va déterminer si cette activité elle est vraiment simple ou complexe. Sinon, vous imaginez bien que les candidats individuels vont tous dire que c'est complexe. Donc, ils sont pas fous. Donc, c'est au jury de le déterminer, cela. Et ça permet, ces 5 fiches compilées, qu'on a appelées de façon très abusive portfolio, et là pour le coup numérique, parce que on a une petite pensée pour tous les présidents de jury qui vont devoir compiler toutes ces fiches. Donc l'envoi numérique sur un cloud, comme ça se fait dans la plupart des académies, et là, et comme ça se fera d'ailleurs sur Cyclade à très court terme, et la façon de compiler ces fameux dossiers abusivement appelé portfolio. Mais le portfolio du ponctuel, dans sa définition de l'épreuve pour la certification, n'est que la compilation de ces 5 fiches. Ça n'a rien à voir avec le portfolio de formation dont on a parlé tout à l'heure, que l'on recommande néanmoins pour tous les centres de formation parce que c'est formidable comme outil de travail, comme outil pédagogique. Voilà pour ce qui est des fiches d'activité. Et au final, ce qui va se passer, le candidat, avec ses fiches d'activité, va être convoqué à une épreuve orale, ça va être notre dernier document, à une épreuve orale, vous avez la définition de l'épreuve dans le référentiel, 10 minutes d'exposé, 20 minutes d'entretien, le jury est constitué de 2 personnes, dites donc, comme pour la grille d'évaluation CCF, 2 personnes, ces 2 personnes-là, pour le coup, il pourrait y avoir un notaire, ou en tout cas un membre de la profession notariale dans le jury. Ces 2 personnes vont se pencher sur les mêmes critères d'évaluation, exactement, vous pouvez mettre les 2 grilles côte à côte, c'est la même, à une petite différence près sur l'oral, l'évaluation de la capacité orale, parce que bien évidemment que dans l'oral ponctuel, on va distinguer l'oral de présentation, les 10 minutes de présentation du candidat, et puis la partie orale de conversation, entretien, lors du questionnement. C'est la seule différence. Sinon, vous retrouvez à la fois dans les fiches descriptives et dans la grille d'évaluation, vous retrouvez exactement les mêmes exigences et la même traçabilité du travail de l'étudiant et du niveau de compétence atteint pour avoir des notes tout à fait comparables entre le ponctuel et le CCF. Je suis allée très vite, j'en ai bien le sentiment sur la fin, mais il s'agit quand même de limiter le dépassement du temps. Y a-t-il des questions, mesdames? Autre que la question sur le redoublement? Pour l'instant, pas de questions, mais des participants écrivent. Alors peut-être que la question sur le redoublement, Anne, chère Madame Gagné, que pouvons-nous en dire, quelle est la voie de l'inspection générale sur le redoublement du BTS par rapport au BTS notariat? Je vous rappelle quand même que dans le référentiel, il y a un tableau de correspondance de ces doublements. Alors, je sors mon référentiel, papier pour faire plaisir à Madame Poteau.
C'est la dernière page, absolument dernière page du référentiel. Vous avez un tableau de correspondance entre ce que peut garder comme note le candidat du BTS notariat qui, malheureusement, n'aurait pas réussi ni le premier tour, ni le deuxième tour. Je rappelle qu'il y a un rattrapage de la dernière session du BTS notariat. Madame Gagné. Oui, je reviens. Donc effectivement, sur les redoublants, tout va dépendre de la situation dans lequel il est. Un redoublant a la possibilité de conserver ses notes. Donc ça, c'est quelque chose qui puisse exister. On a fait un parallèle entre la conduite et la présentation d'activités professionnelles, c'est-à-dire le 6 actuel, avec l'accompagnement du client selon les règles déontologiques, c'est-à-dire le 4 qui vient de vous être présenté. Donc effectivement, un redoublant qui viendrait à représenter E4, eh ben, on va réaliser on va conduire avec lui un portfolio. Il va s'appuyer, et là, c'est vous qui aurez vraiment tout votre rôle à avoir sur ce qu'il a fait sur ces 2 autres années et sur ces différents stages. Et en fonction alors, les avis de tuteur, on ne pourra pas les avoir a posteriori. Donc, on aura peut-être un avis de tuteur à ce moment-là. On va vous donner des informations plus concrètes parce qu'on a commencé à recenser toutes les situations, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus complexes. Mais on vous demandera, en connaissant votre étudiant et en l'ayant avec vous en situation professionnelle, de pouvoir valider les compétences et de voir comment vous pouvez le situer sur le document. Mais il faudra qu'il soit situé s'il est en CCF. Donc on mettra quelque chose, on va vous donner quelques circulaires. C'est vrai que pour l'instant on est en train de recenser toutes les situations. Ce qui est sûr, c'est que s'il refait un stage ou si vous avez contact avec son ancien tuteur, ça sera plus simple. Ça sera vraiment plus simple pour vous. Si vous l'avez pas, in fine, au pire, j'ai envie de dire, c'est vous qui l'évaluerez pendant ce redoublement au fil des mises en situation que vous conduirez dans cette unité U4. Merci Madame Gagné. De toute façon, sur une première année de BTS CJN, enfin une première année de certification, il y aura certainement des documents qui vont même être issus des modèles du BTS notariat, et je pense notamment aux certificats de stage, notamment pour les stages de première année, qui risquent d'être sur un modèle de certificat de stage estampillé BTS notariat. C'est pas un drame, puisque même si dans la circulaire nationale qui ne sortira qu'en janvier 2024, puisqu'on ne peut pas la sortir avant, circulaire 2024 sortira en 2024. On va juste, s'agissant de ce type de document, on va changer BTS notariat en BTS CJN. Évidemment que ce qui est important dans ce type de document, c'est les éléments constitutifs de ce document. Vous pouvez d'ailleurs même, inventer votre modèle de certificat de stage BTS CJN en attendant que sorte la circulaire de ce point de vue-là. Je profite d'avoir la parole pour compléter ma réponse faite à Monsieur Lebras. Oui, pourquoi pas, Monsieur Lebras, je vous rappelle, sur le chat, disait est-ce qu'il est possible d'utiliser la fiche d'activité ponctuelle comme outil de formalisation des activités en stage dans le cadre du portfolio. Je répondais dans le chat que oui, pourquoi pas, mais ce serait peut-être un petit peu réducteur par rapport à tout ce que peut apporter un portfolio. Et Monsieur Lebras disait, mais pourquoi pas dans ce cas-là en démarche réflexive, préalable et feedback? Oui, emparez-vous de cela si ça vous aide, bien évidemment. Monsieur ou Madame Pignard a levé la main, on va lui laisser la parole, mais peut-être que dans le même temps, on peut aussi libérer ceux qui le souhaitent, puisque là, on est à plus 50% du temps. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions de ceux qui le souhaitent. Les questions et les réponses seront enregistrées, mais tous ceux qui le veulent, parce qu'il est tard, il est 18h25, on est à vendredi soir, qu'ils ont envie ou qu'ils aient tout simplement des obligations,
peut-être que nous comprendrions que vous nous abandonniez. Qu'en pensez-vous, Madame Gagné? Oui, de toute manière, on n'ira pas au-delà de 18h30, donc on a 4 minutes pour répondre aux dernières questions. On libère tout le monde après. Voilà. Parfait. Monsieur ou Madame Pignard, prenez la parole dans ce cas, puisque vous avez levé la main. Je vous remercie. Donc, c'est Monsieur Pignard. Je dirige un centre INFN. Moi, j'ai des questions, j'ai besoin d'informations complémentaires. Pour l'UCAD, vous avez fait un rapprochement avec l'U6, mais sur l'U6, on avait de la substance. Vous allez dire l'U6, BTS Notariat, CPAP, oui. C'est ça? D'accord. Là, le thème de l'UCAD, c'est l'environnement déontologique. Ça interroge quand même, parce qu'il faut que les étudiants trouvent 5 fiches, 5 domaines. Je vois votre question. Est-ce que je peux vous aider dans votre question, Monsieur Pignard, et vous me direz si j'ai vrai ou si j'ai faux? Ça doit rejoindre ce que disait ma collègue Madame Poteau tout à l'heure en demandant s'il fallait que il y ait à la fois de la famille, du bien immobilier et de l'entreprise. Est-ce que c'est cela, la substance au fond, le fond? Oui, en partie, parce que c'est très dur de faire des fiches que sur l'environnement déontologique. Il y aura toujours. Il n'en est pas question. D'ailleurs, vous ne pouvez pas. Alors, quand on relit bien le référentiel et également le document d'accompagnement que vous avez pu avoir par vos collègues de l'INFN, je suppose, ou qui est à disposition sur le site du CRCF, ouvert à tous, que vous ayez une adresse académique ou pas, dans le guide d'accompagnement pédagogique, qui n'est pas le référentiel, donc qui n'est pas une obligation, mais qui néanmoins donne quand même des pistes d'utilisation du référentiel. On dit bien que fondamentalement, le bloc 1 s'appuie sur les domaines usuels de ce qui est travaillé dans un office notarial, c'est-à-dire le droit de la famille, avec ses pratiques de dossier en droit de la famille et du patrimoine familial, et le droit de l'immobilier, des biens immobiliers, avec ses pratiques de dossier de biens immobiliers particuliers ou immobilier entreprise. Donc, le fond, la question que vous posez, ça veut dire que ces fiches doivent être faites sur des affaires de droit de la famille, des affaires d'immo, des affaires de vente, des affaires de divorce, des affaires de succession, des affaires de tout ce que vous voulez. Ok, me voilà rassuré. Je vous en prie. Je comprends que votre question devait être un poil angoissante si vous restiez cantonné à la déontologie. La déontologie, elle est bien sûr présente parce que, évidemment, un notaire ayant une forte déontologie, évidemment que ses collaborateurs juristes notariaux doivent travailler dans cette dimension déontologique forte. C'est cela qu'on voulait dire, accompagnement du client dans la déontologie et patati patata. Mais il n'en reste pas moins qu'au fond, la marchandise vendue, c'est tous ces dossiers technique notariale, va-t-on dire. Reste-t-il quelques questions? 29. Allez, il est 18h29, il reste 1 minute pour poser une question. Qui va gagner sur le chat? La dernière question, à moins que ce soit le moment de se dire au revoir, puisque... À minima, c'est le moment de vous remercier, toutes les animatrices et toutes celles et tous ceux qui ont participé à la conception des diaporamas, à la réflexion, parce que là, on ne voit que 2 personnes, mais derrière, il y a tout un groupe. Il y a un back-office énorme. Voilà, il y a un gros back-office. Donc, merci à vous 3 d'avoir animé ce temps. On n'a pas relevé le challenge, mais c'était important. On fera mieux la prochaine fois. Et on a été jusqu'à 108 à suivre ce webinaire. Donc, je vous remercie de vous être mobilisés autour de cette thématique un vendredi soir. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine autour de l'épreuve E5. Voilà. Puisque très bonne soirée et bon week-end à tous. C'est une bonne série. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde.